Good morning. My name is Stefan Wagstill, and I'm the Emerging Markets Editor of the Financial Times. And it's my pleasure to be here with you in Rabat. I hope you can hear me above the rain. I do promise you that I have not brought it with me from London, not least because it's snowing in London right now. So if you think this is bad, this is nothing for the end of March. Our panel is looking at emerging markets and at growth and the way in which investors and the countries in which they might invest and want to invest interact. And we're looking at this in the round. We heard a lot yesterday about Morocco and the Maghreb region, and this morning we've had a very interesting discussion on Mali and its challenges and problems. We now want to stand back a bit and put this in the perspective of the emerging markets, and to emphasize one thing, which is this is not a static world, a static set of markets that Morocco and other countries, Mali, are engaging in and want to engage in. This is fast moving. It is a race. It is a race for capital. It is a race for markets. It is a race for technology. It is a race for good people, managers, technicians of all kinds. Perhaps the most important, there is an enormous shortage in almost every economy I look at of these people. This is the key constraint. So my point is that this is not a world that's standing still, waiting to welcome Morocco, although it does want to welcome Morocco and Mali to engage further. And other countries in this region. This is a world that's moving forward. 20 years ago, the emerging markets accounted for around 40% of global output. They're now approaching 60% on a PPP basis. This is fast moving. And it's not just the biggest countries, China, India. There's a whole bunch of smaller countries which are now making an impression on the sort of people that I talk to, the investors and so on. So these are the issues that we want to put in context and to take forward here. And to help me do that, and this morning we have a very distinguished panel, and I'll briefly introduce them, but further introductions and details are in your information. I'll start on my far left. We have Lionel Zanzou, who is president of PAI. He's based in Paris. PAI is a substantial private equity investor. He is also a special advisor to the president of Benin. Next to him, we have Anas Guénon, who's principal of Abraj Capital. He's based here in Morocco. Abraj is a Dubai-based private equity investor, which already has extensive business in Africa. Next we have Arnaud Liguier-Loboué, who is first vice president in private banking at Banque Privée Edmond de Rothschild in Geneva. He's already told me, one point from our conversation is that Africa, while in many ways is a poor continent, is also a continent of substantial wealth which can be mobilized, and he's busy trying to mobilize it, getting wealthy Africans to invest, among other places, back in Africa. And finally, here on my left is Faisal Kadiri, who is Vice President and Regional Manager, North, West and Central Africa for MasterCard. And he's based here in Morocco also. Since I introduced him last, the first question will be for Faisal. When we're looking at emerging markets, and particularly from the perspective here that you have, Faisal, what is it, do you think, that's driving them forward? What is it that will attract investors to one country or another? Thank you, Stephen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais parler en français. Je crois que la majorité d'entre vous est francophone. Et par respect pour vous, je parlerai français. And with you, I will speak in English. But because you speak both languages, so that's great. There's no issue. Donc au niveau des pays émergents, je vais me concentrer essentiellement sur les vecteurs de croissance économique qui jusqu'à présent étaient, comme tout le monde le sait, on l'a appris à l'école,
Un des vecteurs, c'était la production des matières premières et l'exportation. Le second vecteur, les IDE, les fameux investissements directs étrangers. Et le troisième, les réformes politiques pour justement stabiliser l'économie, rendre confiance aux hommes d'affaires, faire en sorte que les échanges commerciaux se fassent d'une manière saine et durable. Donc maintenant, on est en pleine transition. Il y a 1 milliard d'habitants en Afrique, n'est-ce pas, qui est amené à doubler d'ici 2050. On parle de 2 milliards d'habitants. Tout ceci fait énormément de consommateurs et donc de besoins de consommation et donc attire les investisseurs internationaux, mais également locaux. On a vu l'exemple du Mali, et au niveau régional et au niveau global. Donc c'est une transition importante, dans la mesure où vous avez ici une classe moyenne en Afrique de l'ordre de 313 millions d'individus. C'est la classe moyenne qui est amenée également à se développer, bien qu'elle soit relativement fragilisée, puisque 60% de cette population a des revenus entre 2 et 4 dollars journaliers, qui peut évidemment, en cas de crise, baisser et effectivement devenir pauvre et en dessous du seuil de pauvreté. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques. Il y a également des challenges. Les challenges, c'est l'inclusion financière, le taux de bancarisation. Et en même temps, il y a des grands fortunés. Il y a 100 000 fortunés, vous l'avez dit Steven, ici 100 000 fortunés qui ont une fortune se montant à 800 milliards de dollars qui dorment dans les comptes bancaires, etc. Et je suppose que mon collègue est ici pour essayer de les faire fructifier. I think that's the scene, more or less, of what I wanted to say. However, I can add some few other options, but you told me to speak only for 3 minutes, so... Thank you very much. Okay, we want to expand on those points that you've touched, but you've set the scene very well. I now want to move to Lionel. Lionel, as you told me, in a sense you wear two hats, a citizen both of France and of Africa, and both an investor and an advisor in Benin. Tell us a bit more about how these challenges that Faisal mentioned are perceived from the outside. What is it about Africa that's changing in terms of Africa's perception? You told me also that you were dubbed in Paris as an Afro-optimist, and that originally this was said with an element of sarcasm, but now in a way it's coming true. Tell us a bit about that, because it explains why attitudes are changing. Merci Stéphane. Bonjour mesdames et messieurs. Oui, l'afro-optimisme, c'est un concept dont j'essayais de me défendre quand vos collègues journalistes me le plaquaient sur la tête. Et puis en fin de compte, c'est très utile, parce qu'il faut que quelqu'un ou quelques-uns symboliquement passent pour défendre quelque chose qui n'est même pas une idée, qui est une notion, mais quand même qui est une notion pour laquelle il fallait faire un peu plaidoyer en Europe il y a une dizaine d'années, et notamment en France, tant l'image de l'Afrique était une image déformée sur le plan économique, sur le plan social, et tant elle était négative. Alors, les pays émergents nous ont rendu un service considérable, à mon avis encore plus important que les courants d'échange ou les investissements en capital. Ils ont pris un intérêt dans les 10 dernières années pour l'Afrique qui a fini tout de même par réveiller l'Occident, et notamment l'Europe. Parce qu'en Occident, il y a des différences, et les États-Unis, probablement à cause des raretés de matières premières, or l'Afrique est la maîtresse des raretés de matières premières, les matières premières minérales, et de plus en plus dans les matières premières agricoles, le desserrement des contraintes mondiales, c'est l'Afrique qui en a la clé. Donc l'Afrique est maîtresse des raretés, les États-Unis sont des acteurs importants sur les marchés de matières premières, et comme vous savez, ils ne sont plus approvisionnés en hydrocarbures par les pays du Golfe, ils sont approvisionnés en hydrocarbures, en dehors de leurs propres ressources et du Golfe du Mexique et de l'Amérique latine, par le Golfe de Guinée. Donc il y a eu un changement de la géographie qui fait qu'à mon avis, les intérêts américains ont été beaucoup plus vigilants sur ce qui se passait en Afrique,
beaucoup évidemment en Afrique du Sud, beaucoup en Afrique de l'Est, mais finalement beaucoup en Afrique du Nord, beaucoup dans les relations avec le pays où nous sommes, avec le Royaume. Mais enfin, in fine, ils ont été beaucoup plus rapides que les Européens à voir ce qui se jouait en matière de croissance soutenable installée en Afrique depuis quand même maintenant presque une quinzaine d'années. Et les Européens me semblaient être ceux qui ne voyaient rien et qui, hantés qu'ils sont par la Chine, ont fini par se demander si tout de même, et dans les milieux politiques et dans les milieux économiques, il n'était pas en train de manquer quelque chose, un phénomène extraordinaire. Et moi, je ne crois pas un instant que la Chine soit en train d'acheter l'Afrique, pas un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Européens le croient majoritairement. D'ailleurs, il y a beaucoup de décideurs politiques européens qui pensent qu'elle a déjà acheté l'Afrique, elle possède l'Afrique. La vérité, c'est que quand vous prenez les statistiques de capital en place, de stock de capital, c'est l'Europe qui possède l'Afrique. C'est ni l'Afrique qui se possède elle-même, ni la Chine qui l'a achetée. Pas un instant. L'histoire coloniale est telle, l'héritage est tel, que l'Europe possède l'Afrique, mais l'Europe ne le sait pas, et l'Europe est persuadée que c'est la Chine. Donc, premier grand service que les émergents nous ont rendu, de la Chine au Brésil, à l'Inde, à la Russie, c'est au fond de réveiller l'Europe, se disant, à juste titre, qu'elle était en train de faire une erreur historique. Et objectivement, on voit, et chez les décideurs politiques, et chez les décideurs économiques, un changement complet depuis que Tony Blair, en 2005, a décidé de faire de l'Afrique, au sommet de Gleneagles, le thème majeur du G8. C'est les toutes premières, les prémices, et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus manifeste aujourd'hui. Donc nous avons, avec les pays émergents, avant de considérer qu'ils ont beaucoup développé les échanges avec nous, beaucoup développé les investissements, beaucoup développé les infrastructures, et qui nous ont rendu des services qui sont tangibles. Ils nous ont rendu le service intangible de remettre l'Afrique au centre du monde et de créer ce sentiment que les relations sud-sud et émergents pays en développement étaient telles qu'on pouvait se passer des pays développés. Et comme les pays développés, dans le même temps, ont eu un déclin relatif, ont connu un déclin relatif du fait de leur crise, on s'aperçoit en 2012-2013 de quelque chose d'intéressant. L'Europe reste le premier partenaire de l'échange importation-exportation avec l'Afrique, mais la conjoncture africaine est décorrélée de la conjoncture européenne, et la deuxième année de récession de l'eurozone, en 2013, ne va pas entraîner un choc conjoncturel en Afrique. Il n'y a plus cette courroie de transmission de conjoncture de l'Europe vers l'Afrique. L'Afrique est donnée pour avoir ou la même croissance ou une croissance supérieure en 2013 par rapport à 2012, et la deuxième au monde parmi les continents. Elle est désormais décorrélée. La dynamique de croissance africaine est devenue endogène, elle est devenue domestique. Thank you. You've raised a number of interesting questions, including China, which I want to return to. But before I do that, let me turn now to Arnaud. Arnaud, one aspect of engaging Africa with financial markets and financial markets with Africa is the substantial element of African wealth, which can be mobilized in this way. And you were telling me earlier how this is being mobilized. Would you like to explain how that is done, and indeed what more can be done that more of this wealth is put to use, effective use in Africa? Thank you, Stephen. Hello, salam alaikum. Je vais parler en français aussi, par courtoisie la plus élémentaire. Moi, je suis un afro-pragmatique, d'abord. 20 ans à la Banque Rothschild, je gère des avoirs de clients africains, européens, moyen-orientaux, mais je viens de Côte d'Ivoire. On ne peut pas ignorer notre continent. Et aujourd'hui, avec l'évolution de l'économie, des relations et échanges mondiaux, intercontinentaux qui ont été brillamment expliqués par M. Zinsou, à notre petit niveau, on constate la demande pressante de nos clients, tant européens qu'africains,
de pouvoir réinvestir leurs avoirs à l'étranger en Afrique. Alors, au-delà des questions fiscales, se posent des questions techniques pour mettre en place les outils de cet investissement. Sachant que, avant que je développe plus ce point, j'aimerais insister sur ce que mon collègue a dit. L'argent en Afrique existe. Il y a plus de 800 milliards de réserves dans les différents pays africains. C'est vrai qu'ils sont concentrés en grande partie, je dirais, sur 5 pays. Mais toutes ces réserves financières existent, ne demandent qu'à être investies. Et le principal obstacle est un manque de structuration, je dirais, de moyens de diffusion et d'investissement. À savoir, vous avez l'Algérie qui a d'énormes réserves, qui ne parle pas au Maroc. Vous avez la Libye qui a d'énormes réserves, qui n'a jamais rien fait. Si, elle achète des treasury bills. Bon. Donc aujourd'hui, il est essentiel. Et je pense que l'élément manquant pour accélérer la croissance en Afrique est de structurer ces outils d'investissement en Afrique. Alors, je vais prendre un exemple concret, parce que je veux prêcher un peu pour ma paroisse. Le groupe Rothschild a lancé l'année dernière un fonds d'investissement pour les investissements dans les infrastructures en Afrique. En moins d'un an, on a levé 300 millions de dollars sur le premier round. Et ce qui est intéressant là-dedans et innovant dans notre approche, c'est que les investisseurs dans ce fonds sont à dessein des acteurs économiques africains. On a pris des institutionnels africains, des gros groupes africains, des particuliers africains, ainsi que bien sûr des Européens et des Américains. Mais c'est, je pense, la meilleure avenue à explorer et à développer pour accélérer cette croissance. Parce que nous avons les ressources. L'Occident est demandeur d'investissement, parce que c'est vrai que les taux d'intérêt ne rapportent plus rien en Europe, il n'y a pas de croissance économique, ils ont encore quand même des ressources et ils ont besoin d'investissement pour générer des recettes, ne serait-ce que pour supporter leur train de vie en Europe et maintenir une paix sociale. Donc voilà, c'est l'essentiel de mon propos. On this fund and the way it's been, African investors have put money into it. I mean, just explain to us, what is it, why can't they do this themselves? What is it that you bring to the party? Very simple. I gave you the example of Algeria and Morocco. They don't speak to each other. In the same country, you can have 3 individuals with in excess of $500 million each. They do not work together. They don't do business together. I have 2 brothers, both clients of mine, who will not get into a joint venture or would only do it if there's a third party as an intermediate. I mean, it's a reality, and I'm a pragmatic. I need to deliver performance for the clients, solutions for their needs, and we need to adapt humbly to the realities of the situation in Africa. I now turn to Anas. Abraj is, as I said earlier, based in the Gulf, but is already very familiar with investment in Africa. How does it look to you, the engagement of, you being something of a pioneer, do you now find it easier to sell African investments, the story of Africa, to potential partners? And what issues do those partners still raise if they're a bit reluctant? Okay. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Effectivement, l'Afrique était un peu jusqu'à il y a quelque temps encore, un peu une sorte de parent pauvre au niveau de l'économie mondiale. Il était trop souvent, l'Afrique était trop souvent, le continent africain était trop souvent perçu comme une source d'approvisionnement en matières premières, mais pas une terre pour accueillir du business, pour faire des investissements, pour faire des deals. Et je pense que de plus en plus, les gens réalisent, ou en tout cas ils doivent réaliser, sinon ils font une grosse erreur d'appréciation selon moi, que l'Afrique aujourd'hui n'est plus seulement une terre où on vient extraire des matières premières pour aller les valoriser ailleurs, les vendre ailleurs, mais aussi une terre où il faut faire du business. J'ai entendu des statistiques récemment qui disaient que parmi les 10 économies les plus performantes au niveau mondial, 6 étaient africaines. Si vous prenez même un peu de recul au niveau des pays émergents,
globalement, pas uniquement l'Afrique, et vous vous projetez en 2050. Il y a une étude qui a été réalisée par la banque HSBC dont la conclusion est que 19 des 30 plus grandes économies mondiales à horizon 2050 seront issues de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les pays émergents. Donc je pense que même le terme émergent, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on se pose la question de savoir s'il est encore pertinent. Alors comment ça se traduit en quelques chiffres? C'est très important, et c'est ce genre de chiffres que nous communiquons à nos partenaires, à nos investisseurs. C'est que vous avez une population de 1,4 milliard de personnes qui vont intégrer la classe moyenne dans les pays émergents dans les prochaines années. Donc ça veut dire que ce sont des consommateurs. Que si vous regardez, là je reviens en Afrique, vous regardez les dépenses de consommation, à horizon 2020, il est attendu que ces dépenses de consommation atteignent en Afrique subsaharienne, donc j'exclus l'Afrique du Nord, $1 trillion. Donc on parle de chiffres extrêmement importants. Comment ça se traduit, là pour le coup, pour des grandes entreprises américaines, notamment, quand vous regardez Coca-Cola depuis 2006, à peu près la moitié de leurs revenus viennent des pays émergents. Quand vous regardez un grand groupe comme P&G, 19 des 20 entreprises, usines actuellement en construction sont en construction dans des pays émergents. Donc tout ça prouve qu'aujourd'hui, quand vous êtes un opérateur économique, financier, je pense que c'est une erreur d'appréciation que de ne pas considérer les pays émergents dans votre scope, de ne pas intégrer l'Afrique notamment comme zone pour aller faire du business. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans la réalité, il y a bien évidemment des préalables requis. Un des préalables, c'est d'offrir, autant que faire se peut, de la stabilité, bien évidemment. Quand vous êtes investisseur, vous êtes rarement content quand vous avez des changements soudains au niveau politique, au niveau des lois, de l'environnement business, de la fiscalité. On ressort souvent l'exemple de l'Algérie qui, a très peu de temps, a changé sans véritablement de communication sur les conditions de contrôle de business, sur les conditions de sortie des devises, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas très appréciées. Donc d'abord, offrir de la stabilité, ça c'est important, autant que faire se peut. Essayer de créer des masses critiques, des régions ou des sous-régions en Afrique qui peuvent être considérées comme un ensemble où il y a une masse critique de consommateurs, de business, de manière à ce que quand vous êtes un opérateur qui regarde l'Afrique de son bureau à New York, vous n'ayez pas à dealer avec 50 systèmes de régulation, 50 devises différentes, 50 lois ou de taxes, ou systèmes de taxes différents, etc. Donc tout ça fait que créer des ensembles, l'Afrique du Nord semble être un ensemble régional cohérent, et puis on peut en trouver d'autres. Et puis dernier point sur lequel je voudrais souligner, c'est que l'Afrique est pour moi un potentiel de business considérable. C'est pour ça que le groupe Abrage investit beaucoup, a beaucoup de bureaux. On a plus de 50 sociétés en portefeuille en Afrique uniquement, donc en dehors des autres régions qu'on couvre. Mais la dimension locale est très importante. Donc il serait, à mon avis, illusoire de croire qu'on peut faire du business avec du fly-in, fly-out. Il serait illusoire de croire qu'on peut faire du business en n'ayant pas une connaissance profonde, réelle, de ce qui se passe sur le terrain, underground, avec des gens qui peuvent vous aider à faire ça. Thank you. Drilling down a bit, talking among ourselves earlier, a very interesting issue came up, and I've got to be a bit careful how I say this in case you think it's some sort of Anglo-Saxon prejudice. But two of the Francophone panelists raised this issue, a question, which is, why is it that in some ways, not in every way, but in some ways, doing business in Francophone Africa is less lively, perhaps a bit more difficult than in some Anglophone countries in Africa? Lionel, since you raised this question first, perhaps you'd like to answer it. Tell us why it's more difficult, but also what Francophone countries should do to make things better. Alors, c'est quelque chose qui commence à apparaître dans les statistiques
notamment celle que l'OCDE et la Banque africaine de développement rassemblent chaque année dans Perspectives économiques africaines. C'est quelque chose qu'on commence de voir depuis 3 ans, qui est un léger différentiel négatif pour les pays d'Afrique francophone, subsaharienne, de l'Ouest et du Centre, par rapport à l'Afrique anglo-saxonne, à l'Afrique lusophone. L'Afrique arabophone ayant un problème particulier, puisque ce n'est pas que la révolution casse complètement les économies, mais elle ralentit un peu la croissance, objectivement. Donc, admettons que c'est une situation particulière. Mais, alors, est-ce qu'il faut en parler? Première fois que moi j'ai, dans un entretien avec le journal Le Monde, dit il y a peut-être quelque chose d'un peu inquiétant dans la dérive des croissances. Le ministre de l'époque des Affaires étrangères français m'a dit qu'il en éprouvait du courroux. Alors j'avais beaucoup d'estime pour lui, donc j'étais bien ennuyé. Je crois qu'il faut en parler parce que je pense qu'il y a des raisons sous-jacentes qui sont importantes et que l'on peut redresser. Premièrement, je crois que le secteur privé est moins soutenu dans les pays de tradition de droit français, de tradition française, que dans les pays anglo-saxons d'Afrique. Alors, il y a un pays ici représenté par une de ses citoyennes les plus méritantes, le Rwanda, qui est passé de francophone à anglophone officiellement, et qui est un peu symbolique parce qu'il est aussi un des pays qui ont les politiques les plus structurées de soutien au secteur privé et de sortie du secteur informel et de constitution d'un secteur privé, même fait d'entreprises petites et moyennes, mais au fond en situation de progresser parce qu'elles sont dûment structurées. Alors, le Rwanda est un peu un symbole de cette dynamique anglophone. Enfin, on pourrait prendre énormément d'exemples. Le Ghana, dans notre région, est un exemple très particulier parce que tous les gens qui ont des souvenirs en Afrique de l'Ouest savent bien où était le Ghana il y a 20 ans, où il était par rapport aux pays voisins, et le rapport a complètement changé, c'est inversé. C'est-à-dire, il y a des raisons de fond qui ne sont pas que pétrolières, pour lesquelles le Ghana a désormais une croissance endogène. Deuxième considération, donc le secteur privé doit être encouragé mieux, c'est évident, donc on a tout un travail de politique économique à faire. Deuxième chose qui me frappe, la structure financière anglo-saxonne est complètement différente. En Afrique, il y a 350 milliards de dollars dans les fonds de pension. Et il n'y a pas de fonds de pension en Afrique francophone. Et donc, faire attention parce que quand on a... D'abord, c'est absurde d'avoir un système de protection sociale et de retraite par répartition quand on a la dynamique démographique que l'on a, qu'on a tellement de contributions possibles, tellement peu de prestations à servir à cause de la structure démographique. Il faut évidemment avoir des mécanismes de capitalisation. C'est évident, c'est la leçon de tous les marchés émergents. C'est une leçon qui est parfaitement apprise dans l'Afrique anglo-saxonne, pas dans l'Afrique francophone. C'est quelque chose à quoi il faut mettre un terme rapide, parce que sinon nous n'aurons pas les investisseurs de long terme. C'est à mettre en relation directement avec le fait qu'il y a une différence complète de marché financier entre les marchés financiers d'Afrique francophone et d'Afrique anglophone. En Afrique de l'Ouest, la place d'Abidjan n'a rien à voir avec celle de Lagos et rien à voir avec celle d'Accra. Et qui dit marché financier embryonnaire dit marché bancaire et interbancaire faible, dit difficulté pour les États à émettre des obligations sur un marché financier suffisamment profond. Nous perdons du terrain si nous ne nous donnons pas des investisseurs de long terme. Donc je crois que c'est politique, c'est technique, mais c'est suffisant pour qu'on prenne... Là, on est à 1% de retard sur 5% de croissance moyenne. On va accumuler le retard si on ne fait pas des réformes structurelles de politique économique qu'ont fait nos camarades. Tout dernier point, il n'y a que les Français pour penser que la langue n'est pas essentielle. Regardez dans l'Afrique lusophone le rôle du Brésil.
regardez qui investit au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, en Ouganda. On investit dans les pays qui se comprennent par la langue, par la culture et par le droit. Heureusement que le Maroc a aussi le français en partage avec l'Afrique de l'Ouest. C'est un des bons vecteurs de développement extraordinaire du Maroc en Afrique de l'Ouest. Il n'y a que les Français qui pensent qu'ils n'ont pas un accueil dans l'Afrique francophone évident, là où les Brésiliens vont en Angola ou au Mozambique, et les Anglo-Saxons dans l'Afrique anglo-saxonne. Nous n'avons pas cette solidarité-là, c'est une cause de retard. Thank you. You mentioned the financial services and the development of those financial services. Faisal, can you tell us a bit more about that? Financial services are essential in themselves, in what they bring to citizens of every income level, but they're also essential in terms of mobilizing an economy and getting the most out of the funds. What is it? At what stage of this development are the countries in which you operate, and what more do they need to do to improve their financial services? Thank you, Stephen. Juste une toute petite remarque par rapport à ce que vient de dire Lionel. Au Liban, on parle les deux langues, l'anglais et le français, et on dit le français, c'est la langue de salon, ça fait bien, la langue de Molière, mais pour le business, on parle anglais parce que c'est droit au but et direct to the point. Donc au niveau de la bancarisation, évidemment, elle est relativement faible en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Elle tourne entre 5 et 10%. En Afrique du Nord, on est entre 40 et 50%. C'est évidemment un frein au développement économique, vu que la plupart des liquidités, notamment en Afrique subsaharienne, restent en dehors des banques. Effectivement, les banques, même si les banques marocaines ont excellé, entre parenthèses, je suis tunisien, donc si on me dit je fais de la pub pour mon pays, non, hein, j'habite au Maroc, mais les banques marocaines ont excellé à investir en Afrique subsaharienne. On voit les groupes comme Etijari Alpha Bank, BMCE avec le groupe Bank of Africa, ou récemment la BCP en achetant la Banque Atlantique, un réseau dans 6 pays. Cependant, ceci ne va pas, bien entendu, répondre aux problèmes d'inclusion financière, parce que gagner entre 2 et 4 dollars ou entre 2 et 20 dollars et avoir un compte bancaire, c'est pas rentable que d'avoir une agence avec un directeur d'agence, avec un chargé de clientèle, avec un guichetier vendeur. Donc à ce moment-là, une opportunité qui est en train de se développer, et c'est l'usage des technologies que l'on a en ce moment. Par exemple, si vous voyez le mobile, que la pénétration du mobile en Afrique est excessivement importante. Il y a quasiment autant de détenteurs de mobiles que la population. Il y a des réussites comme au Kenya, par exemple, où l'on utilise le mobile pour faire des paiements, et même la personne totalement illettrée va au port, achète du poisson et se transfère l'argent de mobile en mobile. Donc ce que je veux dire, c'est que la technologie, on peut l'utiliser pour l'inclusion financière. Et la carte, évidemment, joue son rôle ici. Des cartes de paiement, comme les cartes prépayées, par exemple, peut être une première interface avec ces individus, pour avoir un compte, finalement, ouvrir un compte virtuel qui est dans une carte virtuelle. C'est également important par rapport aux Africains, et je suis africain, hein, Lionel Sinzou, donc d'avoir une certaine dignité. C'est aussi de la dignité que d'avoir son nom dans un système financier avec un peu d'argent dessus. Eh bien, j'existe, je participe à l'économie, au développement économique. Donc, je suis un fervent défenseur et promoteur de l'adoption des cartes et des moyens de paiement, parce que, encore une fois, ça a un impact positif au niveau des développements économiques de ces pays. Et le bon sens, d'ailleurs, nous le montre. La monétique, elle encourage les consommateurs à ouvrir des comptes bancaires, et en ouvrant des comptes bancaires, les liquidités sont dans les banques. Les banques ayant plus de liquidités peuvent octroyer des crédits à la consommation, des crédits à la production, et ainsi pousser un peu l'économie à se développer. La monétique ou les moyens de paiement électroniques permettent également de réduire de manière vraiment significative la taille de l'économie informelle. Et Dieu sait si cette économie informelle est énorme dans nos marchés, et en Afrique subsaharienne, elle est encore plus. On parle de entre 60 et 80% parfois.
Donc totalement informel, qui échappe au gouvernement sous forme des taxes, par exemple, qu'il pourrait avoir, des revenus émanant de ces affaires-là, et qu'il pourrait réinvestir dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des infrastructures de base, pour mettre en place les piliers qui vont permettre un développement économique sain et durable. Donc la monétique permet la transparence. On n'a jamais vu, n'est-ce pas, un vendeur de drogue se faire payer par une carte de crédit ou se faire envoyer de l'argent par transfert, n'est-ce pas? Par contre, le cash, oui, on peut le faire, il n'y a pas de trace. Voilà. Donc les moyens de paiement, c'est un ennemi de la corruption, c'est un ami de la transparence et c'est générateur de développement économique. Just on this last point, Okay. I mean, what is it that prevents the more rapid development, let's say, of electronic payments, card payments? Is it only a matter of economic development, or do you find that countries differ enormously in the acceptance among the policy decision makers? In other words, to put it bluntly, are there countries in which the politicians want you to go slow because they want to preserve the lack of transparency? And don't worry, I won't ask you to name them, but just make the general point, if you would. Name nobody. I live here and I want my security. But definitely, this is a challenge. You know, when you look at the financial institution, what do they represent? They represent maybe only 15% of the amount of fund that circulates in the area. All the rest is outside. So yeah, of course, you may have those obstacles. You may have those people. Pardon, je reviens en français. Donc vous pouvez avoir... Non, vous préférez que je parle en français ou en anglais? Le public, là. Allez, levez la main ceux qui préfèrent que je parle en français. Bon, ils s'en foutent, vous en foutez. Bon, ok. Donc, merci. Ok, donc oui, c'est évidemment un frein, Stéphane. C'est un frein parce que les commerçants, évidemment, ne veulent pas déclarer toutes leurs marchandises. Ils préfèrent avoir et pas payer de taxes là-dessus. Le niveau d'acceptation de ces moyens de paiement également est un frein. Au jour d'aujourd'hui, seuls les grands hôtels, les grands restaurants, etc. Et donc, c'est une clientèle essentiellement haut de gamme qui voyage et qui connaît ces instruments-là de paiement. Donc, il y a un effort d'éducation. Mais vous savez, Stéphane, lorsqu'on arrive... et qu'on est une retraitée et que l'on attend l'argent de son fils qui est envoyé, qui travaille à Paris, par exemple, chauffeur de taxi ou balayeur, au Mali, par exemple, et que cet argent est envoyé par les banques, je dois faire 10 km, partir de mon village, prendre un bus, faire la queue, je ne comprends pas trop, il y a un code, alors que d'avoir une simple carte, et son fils lui envoie cet argent sur cette carte-là, eh bien, n'importe quel guichet, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, le week-end, etc., elle peut recevoir cet argent. Donc, l'adoption de ces moyens de paiement peut être radicalement rapide à partir du moment où le porteur final ou l'intéressé final voit véritablement le bénéfice. Priceless. Merci. Merci. Thank you. Arnaud, the word infrastructure has already been mentioned. Now, taking the specific example of trying to generate investment into infrastructure, what are the main obstacles, do you think, for not making more rapid investments in Africa? Clearly, there are now, finally, investments being made on a bigger scale than before. But if you compare that with some other emerging markets, for example, in Asia, it's still early days. What is it, do you think, that holds back that investment in, after all, something that everybody can benefit from? And what can be done to accelerate it? Très clairement, je dirais la perception, l'image de l'Afrique. Le précédent panel, le porte-parole du Mali s'en prenait de façon répétitive à France 24, qui ne fait que relater une situation existante. Mais l'Afrique a été longtemps perçue comme d'ailleurs le continent perdu, ou qui sombre doucement. Bon. Aujourd'hui, l'évolution, la révolution
économique globale de 2008 a fait que on regarde l'Afrique de façon d'abord forcée, parce qu'on a besoin de nouveaux investissements, de nouvelles sources de croissance et de revenus. Ensuite, je pense que les pays africains, prenons l'exemple du Maroc, font un excellent travail aujourd'hui en termes de communication, de gestion d'une image attractive pour des investisseurs, que ce soit d'ailleurs marocains ou étrangers. Et je pense que c'est le principal obstacle qui est en train de disparaître de façon assez rapide. Voilà. Anas, you invest in many countries in Africa. There are, I forgot to check this, but there are about 55 countries, I think, in Africa. How do you filter them? Do you look only at countries of a certain size, and sadly have to ignore some of the smaller ones? Or would you look at, or do you ignore countries which are below a certain income level? Or conversely, do you look at every country and rather focus on the specific companies and opportunities and so on? And depending on how you answer that, do you have any advice for a country that wants to see Abraj come calling a bit more often? You know, what they're missing and why they're missing it? Nous, je vais reprendre le terme de mon ami Arnaud, on est un fonds d'investissement, on a une approche pragmatique. Ce qui veut dire que dès lors qu'une zone ou un pays fait partie du mandat qui nous a été confié par nos investisseurs, on se doit d'être présent et de regarder toutes les opportunités d'investissement qui s'y présentent. Donc nous n'avons pas de critères de taille de pays, nous n'avons pas de critères de taille je dirais minimum en termes de PIB ou autre. Nous avons naturellement un critère de taille minimum de transaction, puisque une transaction, il y a une dose incompressible de travail qui est demandée par les équipes qui doivent regarder un dossier en particulier. Et il est évident qu'en dessous d'un certain seuil, ça ne fait pas forcément beaucoup de sens de s'y intéresser. Donc pour vous répondre clairement à votre question, nous regardons l'ensemble du continent africain. Nous avons pratiquement une dizaine de bureaux uniquement dans le continent africain parce qu'encore une fois, nous voyons beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel, de réservoirs de croissance dans ce continent-là. Et aujourd'hui, il est évident qu'en ayant cette présence locale, nous pouvons nous permettre véritablement de nous positionner sur beaucoup de transactions qui génèrent d'ailleurs bien souvent des retours sur investissement qui sont largement supérieurs à ce qu'aujourd'hui on pourrait obtenir dans des pays dits développés, mais qui génèrent bien évidemment des niveaux de croissance extrêmement faibles. Donc voilà. Thank you. One of the key challenges for Africa is its young and, by global standards, fast-growing population. Now, this can be a positive, and it should be a positive, because these are people who will be looking for opportunities. They are both students and potential workers, and eventually consumers, part of the emerging middle class that Africa is creating and wants to create faster. On the other hand, if they do not achieve the opportunities, they're not available to them, then the opposite happens. These young people can become very disruptive, and indeed we have seen an element of that, particularly in Egypt. It's not only a political motivation, but an economic one that has driven people onto the streets and into unrest, and we saw more of it even last night, at least I did, on the television. So, Lionel, I'd like to ask you first, and maybe what more do you think that African policymakers, governments need to do to engage their young people in positive processes, both education and entrepreneurship and career building, rather than fall into some of the more damaging alternatives? Alors là, vous posez une question qui, si nous arrivons à dégager une réponse claire
à l'occasion de ces échanges est tellement importante comme question qu'on aura vraiment fait un travail très très utile, parce que c'est quelque chose qui unifie l'Afrique, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, et d'Est en Ouest, parce qu'on a plusieurs problèmes. D'abord, on a une croissance forte, mais pas assez forte. On est exactement dans la même situation que ce qu'on dit de la Chine quand on dit, quand la Chine fait 9% de croissance, 8% de croissance, le pacte social chinois fonctionne. Mais si on tombait en dessous de 7% de croissance, alors on n'arriverait plus à équilibrer les rapports ville-campagne, on n'arriverait plus à absorber une certaine misère des campagnes et à la stabiliser dans l'emploi et dans le revenu. On a exactement le même problème. Il y a des niveaux de croissance qui sont aujourd'hui en Afrique supérieurs à la croissance démographique et donc permettent une amélioration du revenu. Ça, c'est une différence majeure avec les années 80 et 90, mais qui n'est pas suffisante pour avoir une croissance soutenable et inclusive. C'est-à-dire on ne sait pas faire, à 5%, on ne sait pas répondre à la question d'inclure les jeunes. Et probablement même pas d'ailleurs à 7%, comme l'a montré l'exemple tunisien. D'autant plus qu'on n'est pas au même stade que la Chine. On est dans un stade où nos besoins d'investissement sont pour des activités extrêmement intensives en capital et en valeur relative faiblement intensives en travail. Ça veut dire quoi? On a des goulots d'étranglement d'énergie, il faut investir dans l'énergie, on le fait partout. On a des goulots d'investissement, des goulots de croissance sur les infrastructures, il faut investir dans l'infrastructure, sur l'eau, et on a un besoin de développement agricole très important. Ce sont les 4 activités qui sont les plus intensives en capital. Si vous voulez, investir dans l'agriculture en amont, ça représente un coefficient de capital qui peut être 2 à 4 fois supérieur à investir dans l'industrie agroalimentaire en aval. Si vous voulez, pour faire 1 litre de lait, vous dépensez 2 fois plus de capital que pour faire 1 kilo de produits transformés du lait, par exemple, de yogourt. 2 à 3 fois plus. Donc l'agriculture, elle consomme du capital, et plus elle devient efficace, plus elle libère du travail, c'est-à-dire plus elle envoie vers les villes, en fait, des gens qui n'auront plus de travail à partir du moment où l'agriculture sera intensive. Nous sommes à ce stade qui n'est pas celui du développement manufacturier de l'Asie, où tout dollar que nous investissons a un effet de création d'emplois très bas par rapport à ce que connaît l'Asie. Mais très bas, ça veut dire un contenu d'emploi du dollar investi qui peut être 2 à 3 fois moindre, uniquement à cause de l'intensité en capital par nature de ce que l'Afrique doit dépenser pour arriver à soutenir sa croissance. Et j'attire par ailleurs votre attention sur le fait que notre croissance démographique est en effet un atout de consommation et un atout de population active qui est absolument majeur, mais d'un point de vue social et politique, nous crée des problèmes qui sont très faciles à comprendre.